to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On renoue le dialogue avec David Fonseca, que vous connaissez très bien, qui est souvent venu sur la chaîne. Et il est là aujourd'hui parce qu'un livre, son premier livre sur le cinéma, j'entends bien, et le livre s'appelle Albert Dupontel, Le cinéma à coups de marteau. Le voilà, le voici. Il est édité chez l'Harmattan dans la collection Champs Visuels. Et le livre est sorti depuis un certain temps. Je remercie David pour sa patience et sa compréhension. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de le voir sur la chaîne pour parler de cinéma. Comment vas-tu, David ? Écoute, là maintenant, tout de suite, bien, très bien, très bien. Merci de ton invitation, qui n'est pas évidente, pour parler de ce cinéaste. Donc je te remercie sincèrement, vraiment très chaudement. C'est pas une forme de politesse, quelque chose qui serait tout à fait convenu, mais vraiment merci parce que, a priori, parler de Dupontel, en tout cas en ce qui me concerne, hein, ne va pas nécessairement de soi. Et d'y consacrer surtout mon premier livre. Mais oui, ouais. Mais bien sûr. Donc, tu me tends la perche, donc je la saisis. Et qu'est-ce qui a fait que Dupontel soit le premier sujet, soit le sujet de ton premier livre? Et pourquoi pas Kim Ki-duk? Oula. Ah, pourquoi pas Kim Ki-duk? Ah ouais, pourquoi pas? Alors ça, ce serait encore... Alors, plutôt que Kim Ki-duk, il se trouve que au moment où j'ai écrit ce bouquin sur Dupontel, et en fait, il est fini d'être écrit depuis pas mal de temps. Mais au moment où je l'écris, je suis sur d'autres projets de livres. Hein. Et l'un notamment qui est plutôt ma pente, c'est sur Rabah Murzaemesh, voilà, avec lequel un contact a été établi. Il y a aussi un projet sur Damien Chazelle, qui n'est pas de ma pente, mais c'est la même chose. J'ai le même problème avec Damien Chazelle qu'avec Albert Dupontel quand je lis la critique à leur égard. C'est-à-dire je ne m'y retrouve pas tout à fait. Alors, pourquoi Dupontel? C'est vrai, c'est une question qui pour moi est importante parce que c'est une première fois. C'est une première fois. Et comme toutes les premières fois, elles sont souvent déterminantes. Pourquoi consacrer ce premier livre à un cinéaste, au fond, avec lequel, a priori, hein, je dis bien a priori, je ne suis pas d'emblée en sympathie. Je ne suis pas un cinéma qui, pour le dire très très simplement, ne me touche pas particulièrement, pour de multiples raisons. En fait, pour de multiples raisons. Première raison, je t'en faisais part là à l'instant. Ce cinéma, ce n'est pas ma pente naturelle, on va dire, même si je n'aime pas le mot, mais dans le même temps, quand je lis la critique à son propos, la critique la plus installée, pour faire très très vite, hein, les cahiers du cinéma, Positif, mais aussi Libération, Nouvel Obs, Les Inrecuptibles, Criticat, pour les citer, hein, ce sont ceux que je cite le plus souvent dans le bouquin. Quand je les lis à propos du cinéma d'Albert Dupontel, eh bien, je ne m'y retrouve pas tout à fait. Même voire pas du tout. C'est-à-dire, j'ai l'impression, c'est le sentiment que j'ai à les lire, qu'il y aurait comme ça des adjectifs, des épithètes qui sont très souvent accolés à son cinéma, qui se répètent de bouche en bouche, et il me semble-t-il qu'il y aurait une forme de paresse. C'est-à-dire qu'au fond, pour le dire très très vite, hein, Dupontel, son sort, il est réglé depuis très longtemps et définitivement. Il est d'une certaine manière un peu enterré. C'est un cinéaste non pas majeur, mais mineur. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu écrire sur Dupontel, un cinéaste qui serait mineur. Je t'en faisais part avant que débute l'enregistrement de l'émission, puis j'en parle rapidement dans un avant-propos dans le bouquin. Il se trouve qu'à un moment donné dans mon parcours, j'ai été en lien avec le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, Emmanuel Burdeau. Je suis au milieu de ma thèse, je suis plutôt au mi-temps de la thèse, je suis au milieu du gué, je suis un peu perdu. Et puis, un jour, j'envoie un papier au Cahier du cinéma, et c'est un papier sur Kim Ki-duk.
dont tu me parlais à l'instant. C'est un papier sur Kim Ki-duk. Et puis, alors je ne sais plus exactement, il faudrait que je vérifie, pendant un an et demi, je ne sais plus, un échange s'établit avec Emmanuel Burdeau. Et puis un jour, il me donne rendez-vous près des Cahiers du cinéma, dans un café. On se voit. Et puis, c'est ce que je te disais à l'instant. Moi, ça y est, c'est fait. Je me vois en haut de l'affiche. Hein, j'ai le sentiment que je suis arrivé. Je vais entrer au Cahier. Et puis, Emmanuel Burdeau m'apprend que, bah non, et je déchante. Il me dit que les Cahiers sont à la revente, qu'il va partir, et dans l'attente que les équipes soient remaniées, parce que rien n'est sûr, rien n'est établi, il me dit peut-être que je devrais vous mettre en contact avec Jean-Philippe Tessé de Vertigo, qui est une sorte d'antichambre des Cahiers à l'époque. Hein, une sorte de marchepied, en tout cas, où des auteurs des Cahiers avaient écrit ou continuaient d'écrire pour cette revue, Vertigo en l'occurrence, dont j'ignore totalement l'existence à l'époque, c'est dire mon ignorance crasse à ce moment-là. Je déchante, je passe, mais surtout, Emmanuel Burdeau me fait une réflexion à ce moment-là à propos de mon article sur Kim Ki-duk. Il me dit, on revient sur ce papier, parce que c'est ce papier-là qui a déclenché chez lui le désir de me répondre. Il me dit, c'est un très beau papier, mais je ne le publierai pas. Enfin, les Cahiers ne le publieront pas. Et les Cahiers ne le publieront pas pour une raison particulière, c'est que au Cahiers, on considère que Kim Ki-duk n'est pas un cinéaste important. Il utilisera cette expression, il me dira, c'est un cinéaste mineur. Et moi, je suis demeuré interdit. Je n'ai pas su quoi répondre ni rétorquer. J'étais dans ma déception déjà de tout ce que je venais d'apprendre quelques instants auparavant, que je ne publierais pas, enfin que je ne pourrais pas écrire au Cahier d'emblée. Ça va être important pour moi ce moment-là, cet échange avec Emmanuel Burdeau, parce que j'ai la vingtaine. Et à partir de cette rencontre, à partir de ce moment-là, je ne vais plus jamais écrire sur le cinéma. Plus jamais. Je vais continuer à regarder beaucoup de cinéma, mais ça va produire chez moi un effet d'interruption. Hein. Il va falloir attendre très très longtemps et le hasard des rencontres pour que très récemment, au fond, je me remette à écrire sur le cinéma. Et alors notamment des articles dans la revue à laquelle je collabore, le Rayon Vert, et puis ce livre, qui est une manière en quelque sorte de revenir un peu en arrière pour répondre, peut-être indirectement, un peu en tout cas, à ce que me disait Emmanuel Burdeau, à quoi je n'ai pas su répondre, en considérant que oui, très bien, c'est vrai. Sans doute même, et il faudrait se mettre d'accord sur la définition, c'est quoi un cinéaste mineur, mais que peut-être aussi, les cinéastes mineurs ont un univers. Et moi, quand je lis la critique à propos de Dupontel, trop souvent, je ne vois pas cet univers à l'œuvre. Je vois qu'on qualifie son cinéma, au fond, allons-y pour les qualificatifs, le cinéma d'un attardé, un cinéma de type juvénile, du niveau, alors ça c'est l'Obs pour le dernier film, du niveau d'un collégien qui ne se serait pas du tout et qui ne se remettra jamais de son adolescence mal digérée, un cinéma de type ringard, beauf, punk canard, de type nihiliste, et des adjectifs et des épithètes qui reviennent comme ça un peu de bouche en bouche sur son cinéma. Au contraire, quand je vois le cinéma de Dupontel, eh bien, alors que ce cinéma n'est pas de ma pente du tout, eh bien, je me dis, je vais faire cet effort, comme le disait Mizoguchi, je vais essayer de me nettoyer le regard entre chaque plan. Je vais essayer de me désembuer. Je vais essayer de voir si, au fond, il n'y a pas, mais comme pour n'importe quel autre cinéaste, une espèce de mécanique à l'œuvre. Et puis, pour être tout à fait complet sur ta question, Samir, pourquoi ce cinéaste-là va m'intéresser ensuite, outre ces raisons, c'est qu'il se trouve que je suis ce que je suis, très bien. Il se trouve que j'ai plutôt un rapport de type mélancolique à la vie, à ce que je suis, comment je suis. Bref, le thème de la mélancolie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et quand je regarde le cinéma de Dupontel, je trouve
qu'il y a chez lui un rapport à la mélancolie qui m'intéresse beaucoup cinématographiquement. C'est-à-dire que pour avoir lu pas mal de choses sur ce terrain-là, eh bien, il y a une proposition. Hein. Tu sais, enfin, en tout cas, c'est le regard que j'ai, c'est que très souvent, la mélancolie, au fond, au cinéma, elle repose sur un double mouvement contraire, dont en fait, le point de friction exprime cette mélancolie, qui va reposer sur la temporalité, l'inexorable avancée du temps. Mais dans le même temps, une forme de statisme par la posture des personnages qui sont figés dans le temps, l'intrigue, un statisme en quelque sorte qui va à l'encontre de cette avancée. C'est-à-dire, on a des personnages qui sont entièrement tournés vers le passé ou prisonniers de ce passé, et chez qui il y a un désir d'annuler le cours du temps, hein, qui sont pris entre le flux et la fixation. Je prends pour exemple Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, par exemple, ou Two Lovers de James Gray, ou encore Mystery Train de Jarmusch. Chez Dupontel, il y a une autre manière cinématographiquement, me semble-t-il, d'aborder la mélancolie, qui est à rebours du statisme, de ce statisme-là, c'est-à-dire une mélancolie qui serait non pas tournée vers l'arrière, mais vers l'avant, hein, où il ne s'agit pas d'annuler le cours du temps, mais au contraire de l'accélérer, de le dépasser, d'aller plus vite que lui, par la mise en scène qui est plutôt cartoonesque dans certains films, c'est ce que dit souvent d'ailleurs la critique à son égard, mais aussi par la reprise et la renaissance successive de ces personnages, de film en film, qui vont s'efforcer précisément de court-circuiter le temps qui va, de le déprogrammer. Ça, ce sera Adieu les cons, par exemple, à travers ce personnage d'informaticien incarné par Dupontel lui-même, JB. Hein, une manière de mettre en place, en quelque sorte, une mélancolie sans regret, sans rumination, et qui va consister dans son cinéma, moi c'est ce qui m'intéresse en tout cas, en une réinvention du passé par une réalité alternative. Pourquoi? Parce que les personnages chez Dupontel, au fond, pour s'en sortir, pour trouver une réponse à l'absurdité de ce monde dans lequel ils se trouvent plongés sans y avoir consenti, eh bien, ces personnages chez Dupontel, ils vont se mettre en intrigue, ils vont se mettre en récit afin de créer leur propre identité. En fait, ce qui m'intéresse dans ce cinéma-là, à travers ce thème de la mélancolie qui m'est cher, c'est que la question que pose Dupontel, au fond, si je devais la résumer, c'est la suivante, c'est comment devient-on quelqu'un? Eh bien, il répond, son cinéma répond par la mise en récit de soi, la construction d'un récit qui va conférer une identité. Alors, il faut voir le renversement de perspective qui est opéré, c'est-à-dire que dans son cinéma, l'identité n'est dès lors plus quelque chose de donné, mais à conquérir. Enfin, pour raconter tout ça, ce rapport à la mélancolie, ce thème de la Renaissance qui parcourt toute sa filmographie, Dupontel le dit lui-même hein, dans les entretiens qui sont les siens, il va avoir recours à quelque chose qui m'intéresse, parce que là, c'est ma pente, à la philosophie. Et pas à n'importe quel philosophe, à Montaigne notamment, mais aussi et principalement à Nietzsche. C'est intéressant, Nietzsche, parce que tous les détracteurs de Nietzsche considèrent que c'est un philosophe adolescent, dont la critique considère que Dupontel lui-même n'est jamais tout à fait sorti. Voilà pour te répondre de manière peut-être un peu longue, désolé Samir, mais à la question que tu me posais d'emblée. Oh, tu es chez Microciné, il n'y a pas de limite de temps, bien au contraire. Un film comme Au revoir là-haut, comment on peut l'expliquer dans cette filmographie dupontelienne? De par ce que tu dis, de par ce que je lis dans le livre, je comprends et je cerne entièrement le fil conducteur dans sa filmographie. Puis il y a Au revoir là-haut. Comment ce film tu le places? Comment tu le contextualises? Au revoir là-haut, c'est peut-être l'un des films, et encore, quoique, l'un des films les mieux considérés par la critique dans le cadre de son cinéma. Et souvent, il y a une raison qui est avancée, c'est que Dupontel ne serait pas au scénario, et qu'au fond, tout ce qu'on lui reproche aurait été corseté par un scénario, c'est-à-dire par l'ouvrage même dont est tiré le film. Pourquoi pas?
c'est une lecture possible. Alors, en même temps, la critique, quand elle dit cela, me semble-t-il, elle manque d'apercevoir que le thème qui parcourt toute l'œuvre de Dupontel est toujours le même, c'est-à-dire que c'est celui, se pose la question de la renaissance de personnages de leur vivant. Albert Maillard, incarné par Albert Dupontel, et Édouard Péricourt, qui sauve la vie à Albert Maillard sur le champ de bataille. Albert Maillard qui lui-même, après une explosion d'une bombe sur le champ de bataille, est enterré, est enseveli, et fait du bouche à bouche à un cheval qui est enterré près de lui dans une scène relativement saisissante pour demeurer en vie. Et donc, tout le long de ce film, on va voir le parcours de ces deux personnages et comment au fond, ils vont trouver du sens à l'existence qui est la leur. Ce film m'intéresse moi tout particulièrement parce que il a fait l'objet, comment dire, de critiques, notamment sur le plan de la mise en scène. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. Donc je te remercie de poser la question sur ce film-là, qui a été plutôt accueilli plus favorablement que les autres films de Dupontel. Mais sur le plan de la mise en scène, par contre, on l'a beaucoup critiqué, ce qui par contre-coup permet de répondre peut-être sur la critique qui est souvent faite à la mise en scène chez Albert Dupontel. C'est vrai que en fait, dans ce film-là en particulier, mais de manière générale, on reproche très très souvent à Dupontel sa grandiloquence, c'est-à-dire sa mise en scène excessive, le grotesque des situations. Alors ça c'est ce que disent par exemple, alors dans mon souvenir, mais bon, s'il y a des personnes qui peuvent vérifier et me corriger le cas échéant, avec grand plaisir. Mais dans mon souvenir, Les Inrecuptibles, Libération, Le Monde et les Cahiers du cinéma ont reproché au film ses effets grandiloquents, son agitation vaine, ses travelling ostentatoires, et puis aussi, dans mon souvenir, ses vues de drone et de grue, hein, c'est-à-dire l'ensemble des moyens techniques mobilisés. Alors, c'est vrai sans doute, mais dans le cadre du cinéma d'Albert Dupontel, à travers le thème vraiment qui est le sien, comment renaître de son vivant, comment se conférer une identité dans un monde où tout paraît absurde pour des individus qui, une nouvelle fois, n'y ont pas consenti. Eh bien, l'ensemble de ces critiques, en fait, moi, j'essaie de les reprendre, de les analyser autrement. En fait, je pense que vraiment, il y a délibérément chez Albert Dupontel une volonté démiurgique. Il y a une démiurgie à l'œuvre. Toutefois, cette manière du cinéaste, en quelque sorte, elle fait sa matière. Hein. Cette logique d'élévation permanente qui se retrouve tout le long de sa filmographie, au fond, par moi, hein, c'est l'expression, par les images, par le cinéma, de ce que peut signifier, cinématographiquement une possible renaissance. Hein, c'est-à-dire que moi, il me semble que, notamment dans Au revoir là-haut, c'est éclatant. Albert Dupontel, il fait un cinéma que moi je qualifie de type lazarien. Hein, il espère relever d'entre les morts chacun de ses personnages, mais dans le même temps se relever lui-même, hein, puisque au fond, ces personnages, il le dit très souvent, c'est lui. Et s'il les surplombe de sa caméra, hein, ces personnages, s'il les surplombe de sa caméra, comme la critique la mieux établie le lui reproche, au fond, c'est le sentiment que j'ai, c'est pour en être à la création, c'est pour en être à la recréation par des effets d'irruption et de disruption en un mouvement de diastole-systole, en fait en un cinéma de la respiration artificielle, au fond comme s'il s'agissait de les réanimer, ces personnages, afin de les rendre à la vie. Alors, à l'image des masques, utilisés exactement, très exactement. Et ce point, il est important, il est capital pour moi, Samir, dans le cinéma d'Albert Dupontel, c'est que les personnages duponteliens, pour apprendre à devenir ce qu'ils sont, pour être ce qu'ils sont, pour advenir au monde, il va falloir qu'ils se débarrassent de tout un tas de choses, qu'ils se déséduquent de tout ce qu'ils ont pu apprendre, des valeurs du troupeau, comme dira Nietzsche.
comme le reprend Albert Dupontel. Mais aussi, ils devront se déséduquer de soi. Et pour ce faire, dans son cinéma, il va falloir qu'ils réapprennent à marcher. Ça, c'est un point important dans son cinéma qui apparaît notamment dans Adieu les cons. Comment marcher dans ce monde qui va de travers? Comment marcher droit dans un monde qui va de travers? Mais ce n'est pas tout. Non seulement ces individus qui doivent renaître de leur vivant doivent apprendre à marcher, et d'une certaine façon chez Dupontel, mais surtout, il va falloir qu'ils apprennent à respirer. À respirer, tout simplement. Reprendre vie, reprendre souffle. Je prends l'exemple d'un autre film, Samir, assez particulier. Pour moi, c'est le film d'Ivan. C'est la psychanalyse. C'est le second long métrage d'Albert Dupontel. Après Bernie, c'est le créateur, avec son personnage de Darius, qui écrit des pièces de théâtre. En fait, le film raconte l'histoire d'un homme qui voudrait en quelque sorte se décompliquer. Il écrit des pièces de théâtre, ce Darius, et au fond, en écrivant des pièces de théâtre, il voudrait tout simplement parvenir à écrire une phrase qui lui conférerait en quelque sorte une forme de présence, une forme de minéralité à tout ce qui n'est que doute, hésitation et ténèbres en lui. Il a besoin de l'écriture, de sa densité. Au fond, écrire, c'est pour lui condenser de l'énergie dans les mots, c'est-à-dire celle qui manque à sa vie. Parce qu'au fond, dans mon souvenir, je crois que c'est ce que j'écris, c'est qu'une main qui n'aurait pas trouvé sa feuille, elle meurt, elle finit par mourir. Donc, Darius, lui, il a trouvé une astuce pour exister en écrivant. Parce qu'il n'est pas n'importe quel type d'écrivain. Ce n'est pas un romancier. C'est un auteur de pièces de théâtre. C'est-à-dire qu'il écrit des textes qui seront prononcés par des acteurs. Il collecte donc des mots pour en faire des phrases qu'il replacera aussitôt qu'il le peut dans la bouche de ses personnages. Et parler dans la bouche d'un autre, c'est quoi? Comme filmer les personnages pour Albert Dupontel. C'est apprendre à survivre. Parler dans la bouche d'un autre, c'est se faire de la respiration artificielle, tout comme Albert Maillard, dans Au revoir là-haut, comme je te le disais tout à l'heure, enterré vivant après une explosion sur le champ de bataille, fera du bouche à bouche à un cheval, enseveli à ses côtés, avant d'être relevé d'entre les morts par son ami Édouard Péricourt. Alors Darius, lui aussi, il est au fond en travail de sa langue. C'est-à-dire, ça c'est important de le comprendre chez Albert Dupontel. Le thème de la Renaissance, il est à ce point important que ces individus, une fois qu'ils ont opéré leur mue, mais comme le bébé naîtrait, même si c'est à 30, 40, 50 ou 60 ans que cette mue s'opère dans son cinéma, c'est plutôt à 60 ans dans son dernier film, Second Tour, eh bien, il va falloir qu'ils apprennent à marcher, il va falloir qu'ils apprennent à respirer, et il va falloir qu'ils apprennent à parler. Darius, il est en travail de sa langue. Tout comme Bernie, en 93, dans le film, s'invente une langue, une nouvelle langue, mi-américaine, mi-française, une langue tout à fait particulière, qui fait la caractéristique, au fond, de tous les personnages du cinéma d'Albert Dupontel. C'est-à-dire d'avancer désormais sans autre but que de renaître. Ce qui compte, en fait, chez Dupontel, c'est cet acharnement à poursuivre cette obsession chez lui de renaître. Même si c'est, pour être à la fin pantelant, écrasé par ce défaut du sens d'être au monde sans jamais y avoir consenti. À un moment, Voilà. tu parles de personnages qui, dans cette étape d'évolution, renaître, apprendre à marcher, à parler, à écrire. Tu parles aussi à un moment, au tout début du livre, tu dis qu'à un moment, les personnages chez Dupontel sont dépossédés de leur carte, de leur territoire. Là, je t'avoue ne pas avoir saisi. Après, tu expliques, mais je n'ai quand même pas compris. Non pas parce que tu n'es pas clair, pas du tout. Le livre est très clair. Moi, je ne saisis pas. Et j'aimerais que et je te le dis avec beaucoup d'humilité et de simplicité. J'aimerais que tu me l'expliques autrement. Cela signifie quoi après toutes ces étapes d'évolution, de démarche, pour le coup? Ça veut dire quoi être dépossédé de sa carte, de son territoire pour un personnage dupontelien? En fait, je crois que pour répondre à ta question,
et même pour comprendre pour qui serait un peu intéressé par cette démarche-là, ce rapport à la mélancolie qui est très particulier chez lui, ce thème de la Renaissance, je pense qu'il faudrait faire très simple et débuter par le court-métrage qui a été le sien, Samir. Je ne sais pas si tu l'as vu, son court-métrage, qui est réalisé 3 ans avant Bernie, qui s'appelle Désiré, en 93 précisément. Cette histoire, donc, pour Dupontel, elle débute en 93. Et le reste de son cinéma ne va jamais cesser de déplier le récit de ces personnages qui sont sans carte ni boussole, qui naviguent en quelque sorte à vue. C'est par exemple une scène à laquelle je pense là maintenant, Bernie. Bernie, à l'âge de 30 ans, c'est l'âge de sa majorité, dit-il, c'est le début du film, quitte l'orphelinat dans lequel il se trouvait. Il quitte l'orphelinat. Et puis, on le suit, et puis deuxième plan, enfin, ou troisième plan du film, je ne sais plus, on le voit sortir d'une bouche de métro. Et lorsqu'il sort de cette bouche de métro, le voilà à l'air libre, à l'extérieur, au milieu d'une route où vont et viennent des voitures, et valise en main, il regarde à droite et gauche, et quelle direction prendre? Il est sans carte ni boussole, il ne sait pas. Et il va falloir en quelque sorte, que cette carte et cette boussole, qu'ils partent à sa conquête, qu'ils partent à leur conquête. Et c'est ainsi que Bernie, Bernie, qui d'abord, au fond, est né dans ce premier court-métrage Désiré. Bernie s'est désiré, mais devenu adulte à l'âge de 30 ans, et qui va connaître dans le cinéma de Dupontel une transmutation permanente. Et il va devenir tantôt dramaturge dans Le Créateur, SDF dans Fermé dehors, cambrioleur dans 9 mois ferme, braqueur de banque dans Le Vilain, ancien combattant dans Au revoir là-haut, informaticien dans Adieu les cons, politicien dans Second Tour. C'est-à-dire que la carte et la boussole dont ils ont été dépossédés, c'est chacun de ces films ayant un rapport direct à l'enfance. Cette carte et cette boussole dont ils ont été déboussolés, précisément, c'est cet enfant qu'ils porteraient en eux, qu'il s'agirait de trouver pour le mettre enfin au monde. En fait, toute l'existence de ces personnages qui vaut comme une problématique générale qu'on trouve chez Dupontel, elle se trouve dans cette phrase que j'ai trouvée dans le roman de Dickens, David Copperfield, qui pose cette question dans un propos introductif, un propos liminaire, qui se demande, et c'est la question que se posent tous les personnages de Dupontel, vais-je devenir le héros de ma propre vie, ou bien ce rôle sera-t-il joué par quelqu'un d'autre? Les autres, ce sont ceux qui sont les possesseurs de cette carte et de ce territoire pour l'existence des personnages dupontéliens. Et il va falloir se débarrasser de cette carte, comme de ce territoire qui leur a été promis. Il va falloir que ces personnages-là en particulier retrouvent une autre carte, retrouvent, ou plutôt trouvent une boussole qui leur sera propre. La question que pose Bernie, c'est que enfant abandonné à la naissance, deviendra-t-il en effet le héros de sa propre existence? Mais héros, non pas au sens du terme que Nietzsche récuserait, c'est-à-dire le héros dans sa version maximaliste, antique, de celui qui est appelé à combattre par le destin, mais c'est ça qui est intéressant chez Dupontel, c'est qu'on a une version beaucoup plus humble de l'héroïsme, c'est-à-dire devenir héroïque, mais au sens minimaliste du terme qu'on trouve chez Churchill, c'est que se comporter en héros, c'est faire ce qu'on peut. Ce qu'on peut, c'est-à-dire ce qu'on peut au sens où Bernie ne va pouvoir retrouver sa carte et son territoire qu'à partir de la somme des expériences et du passé, comme des rencontres fortuites qui seront les siennes tout le long de son apprentissage pour renaître, comme de son parcours. Dès lors, en fait, et pour moi le point est important, ce qu'on voit surgir dans Bernie, ou bien encore dans Second Tour, comme dans tout le reste de la filmographie qui, une fois encore, n'est qu'une manière de déplier ce thème dont tu parlais à l'instant, l'histoire d'individus dépossédés de leur carte et de leur territoire, ou plutôt, qui doivent apprendre à se déposséder, je devrais juste rectifier, qui devraient apprendre
à se déposséder de cette carte et de ce territoire qui leur a été destiné, qui leur a été dessiné. Le point donc pour moi, c'est important, c'est que ce qu'on voit surgir dans Bernie, ce n'est pas l'incarnation à l'écran des idées d'une sorte de punk canard, comme la critique accole trop souvent cette épithète à son cinéma. Se développe pour moi plutôt le thème d'un individu qui doit apprendre à devenir souverain et qui a le droit de promettre de vivre, c'est-à-dire d'entrer en possession de sa carte et de son territoire, parce qu'il est en mesure de tenir sa promesse contre vents et marées. Tu sais, pourquoi les individus se trouvent dépossédés de leur carte et de leur territoire? Je reviens un instant sur ce court-métrage. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui est très très proche du Brésil de Terry Gilliam. C'est même un hommage au Brésil de Terry Gilliam. On est en 2050 dans ce court-métrage, et tandis qu'une femme qui s'appelle Madame Jacquino, tandis donc que Madame Jacquino, dans ce court-métrage, attend de mettre au monde son enfant, il y a une autre naissance qui la précède dans un bloc, le bloc 14, où un bébé est littéralement projeté, mais vraiment projeté, expulsé. Et ce qui est intéressant, c'est que cet enfant, il est précisément en possession d'une carte et d'un territoire qui a été préécrit pour lui, prédestiné pour lui. C'est-à-dire que cet enfant qui vient d'être projeté, il ne sera plus que ce jet dont il s'agira de suivre sa courbe identifiée dès le départ dans le cinéma d'Albert Dupontel. C'est-à-dire que dans ce film, l'infirmière, elle annonce dès la naissance de ce bébé le programme de vie qui attend ce bébé qui vient d'être projeté, littéralement. Dans mon souvenir, elle dit de lui, il sera vierge, ascendant Verseau, doué pour le sport, je ne sais plus, doué pour la planche à voile, le placement immobilier, la fraude fiscale et la politique. Seule faiblesse, les femmes. C'est-à-dire que tout le programme est là. Ce bébé, dès lors, il n'a pas à devenir quelqu'un, il n'a pas à devenir ce qu'il est, car plus rien n'est à conquérir. Plus rien n'est à conquérir. Mais voici que vient le tour de Madame Jacquino. Et là, il y a un problème qui se pose dans le court-métrage. C'est que la naissance de son bébé, dans le court-métrage, qui était prévue à la seconde près, tu vois, il faut sortir de la programmation, il faut sortir de la carte et de tous les territoires qui nous sont imposés, comme les programmes qu'on s'impose à soi aussi. Eh bien, cette naissance, elle ne se produit pas. C'est un retard de naissance qui inquiète le corps médical. C'est-à-dire que Désiré, malgré son prénom, se fait attendre. C'est-à-dire qu'il va falloir l'accoucher à l'envers de la science, à l'ancienne, avec des mains. Mais rien n'y fait. Le corps médical dit refus de naissance. Et dans le court-métrage, Albert Dupontel a trouvé cette idée d'appeler ça l'instinct de non-vie. Ce bébé refuse de naître. Comment faire pour venir au monde dès lors? La solution, c'est s'expulser soi tout seul, naître de son vivant, aller à la conquête de la carte et de sa propre carte et de son propre territoire, qu'il va falloir pour chacun des personnages dans tout le cinéma d'Albert Dupontel, qu'il va falloir explorer. Page 134, tu écris « Il faut poser la question, si Albert Dupontel ne cesse pas de mettre en scène les mêmes tourments, chaque nouveau film peut-il être simplement l'occasion d'une proposition nouvelle ?» Albert Dupontel a déjà répondu, il ne s'est jamais abstenu de refaire le film de son film, soit de se reprendre à l'identique. Cinématographiquement, cela pourrait lui être reproché. Plus grave, ce ressassement mettrait en défaut son obsession pour le thème de la Renaissance. Son cinéma, par effet de répétition, installerait les conditions de son impuissance. Il rendrait impossible la possibilité même d'un renouveau. Sa réalisation irréaliserait le film de sa vie. Son œuvre cinématographique incapaciterait ce contre-récit mis en place à l'encontre de toutes les formes de programmation possibles des individus. Séditieux, Albert Dupontel travaillerait à sa propre subversion, installant une déprogrammation du grand programme social, se déprogrammant d'elle-même.
Son cinéma ne serait donc plus qu'un disque rayé, voué à la seule répétition. Une œuvre qui, à force de rabâcherie, étoufferait, alimentant une respiration dans le pire. Un cinéma qui n'aurait plus que des bases de brume, comme les montagnes certains jours. Un cinéma qui, chaque fois qu'il parlerait, éclipserait ce qu'il dit. Un cinéma qui ne parlerait plus, un cinéma qui déparlerait. Alors, il y a deux choses. Bon, ça, c'est dans la conclusion du livre. Mais premièrement, il faut quand même souligner juste la beauté du style. Voilà. Ce n'est pas une question, je le dis. Il y a une beauté dans ton style que je trouve très intéressante. Et d'autre part, si je prends cet extrait-là, si je comprends bien, non pas que l'ennemi de Dupontel soit l'ennemi, si on peut parler de l'ennemi dans une programmation de cinéma, dans un projet de film, mais il y a cette idée aussi que, et c'est peut-être pour ça que là-haut, Au revoir là-haut, j'ai l'impression qu'il est un peu à part, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le film chez lui, c'est constamment la question qu'il essaye de répondre, à savoir est-ce que vraiment je peux utiliser pleinement le langage cinématographique pour raconter des histoires. Et j'ai l'impression qu'il y a de cela dans ce que tu dis. Oui, je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est-à-dire que, arrivé au moment de la conclusion, quand même, je me pose la question, c'est est-ce que finalement le discours d'Albert Dupontel, cinématographiquement, qui est le sien, ne serait pas repris par ce à quoi il tenterait d'échapper au moment où il voudrait y échapper, c'est-à-dire le thème de la Renaissance. C'est-à-dire, en reprenant en permanence ce thème-là, de film en film, de boucle en boucle, finalement, n'invaliderait-il pas, ce faisant, les conditions même de la possibilité d'une renaissance de ses personnages, mais comme de son cinéma? Ça pose problème, puisque son thème, c'est de renaître de son vivant. Comment exploiter, explorer cette veine-là en particulier. Alors, ma réponse, qui vaut ce qu'elle vaut à cet égard, c'est de considérer, et tu as raison, ça pose aussi une question sur son cinéma, sur les possibilités même de faire le cinéma qu'il voudrait vraiment réaliser. Et curieusement, ce serait un cinéma qui lorgnerait du côté du réalisme poétique, il le dit, mais aussi de Bertrand Blier. Oui, ouais. D'ailleurs, c'est après Au revoir là-haut qu'il cite ces cinéastes-là. Mais pourquoi il les cite? C'est pour dire, Lynch aussi, il aimerait que son cinéma, il aille vers ce cinéma-là qui n'est plus qu'une question à laquelle il serait impossible de répondre. Mais il sait très bien qu'il n'y est pas encore arrivé, Albert Dupontel. Il n'arrête pas de le dire. Tout son cinéma n'est qu'une manière d'explorer ses propres obsessions, les névroses qui sont les siennes. Tous ces personnages sont une duplication de ce qu'est Albert Dupontel. Il se met en scène en permanence. Très bien. Et puis, il n'arrête pas. C'est le même thème. Je veux dire, c'est une sorte de névropathie chez lui. En permanence, il est là, il s'expose. Et d'ailleurs, la critique le lui reproche. Dès Berny, le magazine Première, dans mon souvenir, parle d'outrance impudique, d'outrance égocentrique. Il se prend pour objet de son cinéma. Mais pourquoi il fait ça? Et pourquoi il refait sans cesse le même film? Mais il le dit lui-même, je n'arrête pas de faire le même film. Même si j'aimerais pouvoir en sortir, même si j'aimerais aller vers Lynch, vers Blier, dernière partie de sa filmographie, vers une sorte de non-sens, pourquoi pas, je n'y parviens pas. Mais justement, c'est que, tout comme son personnage de Darius, dans Le Créateur, qui écrit, qui ne cesse pas d'écrire, c'est que Albert Dupontel continue de filmer et de faire le même film depuis Désiré, donc depuis 93 quand même, ça date. Il continue de faire le même film parce qu'il sait très bien qu'il n'y arrive pas, cinématographiquement. C'est-à-dire, le point il est important pour moi, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, encore,
que Albert Dupontel considère qu'il n'est pas parvenu au stade où il l'entendait. C'est-à-dire au stade où il l'entendait cinématographiquement. Aller vers Lynch, par exemple. Alors il continue. Mais dans le même temps, s'il atteignait ce point qu'il recherche, il ne serait pas idiot. Il s'arrêterait. Il s'arrêterait de faire du cinéma. Immédiatement. Parce qu'il sait très bien qu'à continuer, il ne pourrait plus que redescendre. Hein. S'il était arrivé au point où il l'entend, vraiment, en fait, tout deviendrait lisse. Et donc, tout deviendrait le contraire de ce qu'il souhaite pour ses personnages dans ses films, tout deviendrait mort, donc. Alors, finalement, Dupontel, il reprend ses films comme le peintre reprendrait ses tableaux par ses défauts. Hein. Mais alors ça, c'est un autre aspect de la critique qui est très souvent adressée au cinéma de Dupontel, à laquelle j'essaie de répondre, c'est que, moi, me semble-t-il, hein, c'est que se prendre pour objet lui-même, de mettre en scène, comme ça, les obsessions qui sont les siennes, sa mélancolie, c'est pour moi, non pas produire un cinéma de type nombriliste, mais au contraire, un cinéma qui est humble. Hein. C'est vraiment continuer parce qu'il sait qu'il n'y est pas encore arrivé. Ce n'est donc pas un cinéma du quant à soi. Si Albert Dupontel, en quelque sorte, il se met si souvent en scène dans ses films, pour moi, c'est plutôt le contraire. C'est une manière de se désidolâtrer tout à fait, hein, de se renverser pour espérer renaître enfin. Alors, est-ce que c'est un cinéma de l'entre-soi ? Non, parce que sur ce plan, c'est vrai, il est très proche de Montaigne. Hein. Il se prend pour sujet dans son cinéma, parce qu'il le dit lui-même, au fond, je n'en connais pas d'autres. Tout comme Montaigne, dans ses essais, explique qu'il ne prendra pas d'autres sujets que lui-même, parce qu'il n'en connaît pas d'autres. Il n'en connaît pas mieux que celui-là. Ensuite, tout comme Berny, Albert Dupontel, il lui faut sans cesse se filmer pour montrer, et là encore c'est mon sentiment, pour montrer toute la distance qui le sépare de lui, de ce point où il n'est pas encore parvenu cinématographiquement. Et c'est donc pourquoi il lui faut sans cesse qu'il se filme, donc non pas pour montrer tout ce qu'il y a à atteindre encore, mais justement toute la distance qui le sépare de celui qu'il voudrait être. Et c'est ainsi qu'alors, il va filmer tout ce qui résiste en nous. Hein, c'est son obsession, ça aussi. Hein. Tout ce qui résiste en nous, c'est quoi? C'est tout ce qui résiste à la famille, aux amis, aux ennemis, à la société, à tous les autres, mais aussi à soi. Et donc, il reste quoi alors dans son cinéma? Eh bien, ce point, hein, qui va faire notre carte et notre boussole, qu'il faudra se réapproprier, c'est ce point que l'on a en soi, à la recherche duquel il faut partir si l'on ne veut pas périr de notre vivant. Ce point irréductible, c'est-à-dire l'indemne en nous, qui ferait la vérité de chacun. Et le cap à tenir, c'est quoi dès lors? C'est aller vers l'éclat de cet indemne en nous. Hein. Cette tentation de l'absolu en soi, c'est-à-dire devenir peut-être, pour Albert Dupontel, le cinéaste auquel il aspire. Albert Dupontel, le cinéma à coups de marteau. J'ai oublié de préciser le sous-titre Cinésophie morale et politique. C'est très important ça. Et c'est édité chez l'Harmattan dans la collection Champs visuels. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée du livre du site l'Harmattan. Il y a beaucoup de choses à dire encore hein, sur le bouquin. J'ai une dernière question. Écrire ce livre, est-ce que c'est aussi, indirectement peut-être, donner un état des lieux de ton rapport avec la critique de cinéma d'aujourd'hui? Tu sais, j'en reviens à Emmanuel Burdeau. Je crois que je te le disais avant notre entretien, Samir, lorsque je le rencontre près des Cahiers. Et c'est une manière donc peut-être ce livre de reprendre cette discussion interrompue depuis lors. Il me dit, au moment peut-être d'aller vers Vertigo, il me dit cela, il me dit écrire sur le cinéma, mais écrire tout court, c'est prendre position. C'est-à-dire, c'est parler, c'est comme ça qu'en tout cas, moi je l'ai entendu, hein, j'essaie de
de continuer à tirer le fil de ce que me dit alors, c'est une manière de se situer. C'est-à-dire, c'est parler depuis un certain point de vue. C'est-à-dire que quand je parle, en effet, je ne prétends pas venir délivrer comme un cours, un savoir ex cathedra qui viendrait d'en haut, de droite, de gauche, de je ne sais où. C'est-à-dire que derrière chaque phrase que j'écris, et pour moi l'écrit est très important, derrière chaque mot que je prononce, il y a un locuteur, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui écrit, moi en l'occurrence, et qui est responsable de ce qu'il dit. Donc oui, tu as raison, c'est une manière de me situer par rapport au champ critique. C'est une manière de positionnement. Je répète, Albert Dupontel, Le cinéma à coups de marteau, cinésophie morale et politique, c'est édité chez l'Harmattan, pardon, excuse-moi, et dans la collection Champs visuels. C'est le premier livre de David Fonseca, il y en aura d'autres, ça je le sais. En tout cas, merci David de m'avoir consacré un peu de temps pour revenir sur ce livre, et tu reviens bien évidemment quand tu veux. Merci à toi. Samir, pardon, en 2 minutes, si tu as encore le temps. Mais bien sûr. Parce que là, c'est théorique ce que je dis au fond, une manière de me situer par rapport à la critique, de me positionner. Je voudrais donner, si tu me permets, un exemple concret. Tiré de notamment Adieu les cons et puis Second Tour. Mais Adieu les cons surtout. La critique, je pense à ce papier de Criticat sur Adieu les cons. Criticat sur Adieu les cons dit qu'au fond, le film est vaguement nihiliste et que le suicide en fin de film de JB et de Suze, au fond, c'est une manière de dire, je les cite dans mon souvenir, c'est une manière de dire au revoir à cette société de merde, de dire adieu aux cons. Mais il faut bien voir que chez Albert Dupontel, dire adieu les cons, c'est d'abord dire adieu à ses propres cons. Les cons, c'est pas d'abord les autres, c'est d'abord soi. Il filme des personnages qui sont en guerre contre leur propre parcours. Trop con, JB, d'avoir voulu se suicider pour ses patrons. Trop conne, Suze, d'avoir obéi à ses parents et donc d'avoir abandonné à la naissance son enfant. Tu comprends ce que je veux dire par là? Mais encore, je lis Les Cahiers, je lis Libération, je lis encore Criticat sur la police. Sur cette épithète souvent accolée au cinéma d'Albert Dupontel, en considérant que ce serait un cinéma de punk canard, une manière de rejeter toutes les formes d'autorité. C'est manquer d'apercevoir que JB et Suze, dans Adieu les cons, ne sont pas du tout des marginaux. Ce sont des gens qui sont plutôt installés et qui voudraient trouver leur place dans ce monde. Albert Dupontel, pour prendre cet exemple-là de la police, n'a strictement rien contre la police. D'abord, la police, dans son cinéma, ce sont des gardiens. Des gardiens, ils sont de l'ancien monde, comme dit Nietzsche, du monde de la preuve, de la charge, du témoignage, de la vérité, autant dire de la non-fiction, qu'il s'agit de dissiper. Je reprends le vocabulaire du Dupontel, ils sont du côté de Newton et non pas de la poésie, non pas de Rimbaud, ils sont du côté de la vérité et non de la poésie. Donc. Enfin et surtout, ce rôle de la police, dont les critiques de cinéma reprochent trop souvent à Albert Dupontel d'en faire un usage manichéen, de proposer un cinéma au soubassement moraliste et sentimental. En fait, la police, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma d'Albert Dupontel, c'est que, comment dire, sa fonction, elle est détournée. Elle devient en quelque sorte le bras armé dans Bernie, mais aussi pour JB et Suze en fin de film, afin de leur permettre de s'accomplir définitivement. Elle leur permet à ces personnages, à cette police qui leur tire dessus, pourtant, on pourrait considérer qu'elle va les éliminer ce faisant, mais elle va permettre aux personnages, dans Adieu les cons, dans Bernie, de devenir indisponibles. Ainsi, dans Adieu les cons, lorsque la piste s'arrête, lorsque JB et Suze semblent enfin avoir atteint leur but,
ils disparaissent, c'est vrai, sous les balles de la police. Mais est-ce qu'ils sont pour autant effacés définitivement, hein, eh bien, au fond, il n'y a rien de nihiliste ici. Hein. Les personnages d'Albert Dupontel, en l'occurrence, ils ne disparaissent jamais définitivement. Les voici que, s'interrompant ici, dans ce film, pour ce film, ils poursuivront malgré tout leur route jusqu'au prochain film du cinéaste afin de s'ouvrir enfin à l'horizon, qui les rendra en quelque sorte à leur mesure, c'est-à-dire indisponibles. Indisponible, ça veut dire quoi? Comment se rendre indisponible? Et c'est pour répondre, et je terminerai par là, Samir, indisponible, c'est-à-dire pour retrouver cette fameuse carte, ce fameux territoire à propos duquel tu me posais une question. Indisponible peut-être pour permettre à Albert Dupontel, de film en film, pour parvenir à ce stade-là dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire d'aller vers les films qu'il apprécie en particulier, hein, c'est-à-dire un cinéma qui n'aurait plus de sens ni de but, un cinéma purement poétique, mais malheureusement, dit-il, il le déplore lui-même. Pour l'heure encore, il fait un cinéma qui serait trop engoncé dans un réflexe de petit occidental bourgeois qui cherche toujours à positiver sa tragédie quand peut-être il ne le faudrait pas, à l'instar du cinéma russe qu'il a en affection. De même que la critique, alors là, férocement, est tombée sur son dernier film, Second Tour. Mais parce que, me semble-t-il, elle a pris trop au sérieux le pseudo-message vertueux contenu dans le titre même du film. C'est-à-dire, la critique n'a fait qu'une lecture politique du film. Mais Albert Dupontel le dit lui-même. Je ne fais pas du cinéma politique. Il aime le cinéma de Ken Loach. Mais pour lui, l'indignation, elle est déjà là. Pourquoi la filmer? Et donc, si les situations sont naïves et allégoriques, c'est parce qu'il s'agit d'une fable. Hein, une fable, c'est quoi? Une fable, c'est étymologiquement, c'est essayer de distraire avec un propos naïf et allégorique, porteur d'un message de type moral. Se situer au niveau politique, au seul niveau politique du film, c'est montrer que dans Second Tour, ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est d'offrir un second tour aux personnages, de s'offrir de leur vivant un second tour à travers ces personnages de jumeaux. C'est au fond, ce film me semble condenser tout ce qu'on trouve déjà dès 93 dans Désiré, c'est qu'il y a une forme d'idéalisme. Albert Dupontel nous dit au fond la seule solution pour renaître de notre vivant, ce serait comme ces jumeaux dans le film, les jumeaux Mercier, ce serait de nous gémelliser pour apprendre à devenir soi comme un autre, mais un autre au sens de N-O-T-R-E, devenir soi et un autre pour renaître de notre vivant. Et donc, le dire, oui, c'est une manière de répondre à la critique qui me semble trop souvent, je ne sais pas si c'est par paresse ou parce que le sort leur semble réglé concernant Albert Dupontel, mais oui, il y a une manière, oui, tu as raison de se situer par rapport à ce qui s'écrit. En tout cas, à propos de ce cinéma-là, en l'occurrence. Il y aura peut-être un jour un livre où tu vas te concentrer uniquement sur ça, autour de ça, c'est-à-dire autour de la critique de cinéma d'aujourd'hui. On y revient toujours d'ailleurs, peu importe. Merci à toi, David. Merci beaucoup. Je répète, le livre de David Fonseca, son premier, Albert Dupontel, au cinéma à coups de marteau, cinésophie morale et politique, est édité chez l'Harmattan dans la collection Champs visuels. Le livre est disponible. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations. Merci, David. Tu reviens bien évidemment quand tu veux. À très vite. C'est moi qui te remercie vraiment, sincèrement, Samir. Vraiment beaucoup. Vraiment. Parce que tu es peut-être l'un des seuls... Enfin, je veux dire, par exemple, pour dire les choses franchement, même au sein de ma revue, y compris au sein de ma revue, je sais très bien que je ne proposerai pas l'ouvrage à la recension parce que je sais que il ne mobilisera pas l'intérêt de mes camarades. Hein, il y a une forme de désintérêt à l'égard de ce cinéma-là
et donc que tu consacres du temps à cet ouvrage en l'occurrence, et à ce cinéaste-là en particulier, en dit long, en dit long sur ta manière d'appréhender précisément la critique. Donc un grand merci. Je t'en prie, c'est normal. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions,